Bizarre, je facture, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui rentre. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc je vérifiais pas mon recouvrement. Et puis quand même, un jour, je me suis dit, ok, on arrive à la clôture du bilan, il faut quand même que je fasse le point. Et je m'aperçois que j'avais des factures qui dataient de plus d'1 an et qui n'étaient pas encaissées. Et donc toutes les factures émises depuis 1 an, en fait, étaient non encaissées, étaient impayées, quoi. Est-ce que tu peux me dire les handicaps que tu vois régulièrement qui amènent les personnes au dépôt de bilan, au redressement? C'est un mal chronique des entreprises françaises. C'est un défaut de fonds propres. Autrement dit, un défaut de capitalisation de l'entreprise. Donc en gros, l'actionnaire ou les associés, peu importe, n'apportent pas assez d'argent à l'entreprise et comptent beaucoup trop sur le banquier. Donc le niveau d'endettement est trop élevé. Vraiment une sous-capitalisation des entreprises. Ils ont rompu le contrat du jour au lendemain, ils m'ont coupé les vives, ils vont tout couper. J'avais plus accès à rien du tout, j'ai tout perdu d'un coup. Ça a mis même pas 1 heure, chrono, du jour au lendemain, terminé, rideau. Là-dessus, du coup, je me retrouve avec une salariée sur les bras sans rien avoir à lui donner à faire. Donc là, je me suis dit, au nom de chien... Florence, bonjour. Merci d'être ici parmi nous. La première personne féminine de ce podcast. Donc, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? D'accord. Je suis actuellement consultante en ingénierie financière. Pour les entreprises, bien sûr. Pour les entreprises de toute taille ou plutôt... Je dirais qu'en tant qu'indépendante, je travaille essentiellement avec des TPE déjà de 10-15 personnes jusqu'à de la PME. Ok, parfait. Le secteur. Très bien. Merci bien. Tu donnes le petit gong de départ, merci. Donc, la baseline du podcast s'appelle Vie en majuscule, sérotonine, vie en majuscule, et tu en es un très bel exemple. Parce que oui, tu fais de l'ingénierie financière, mais tu as une vie très riche, aussi bien en termes d'activité au niveau professionnel, mais également caritatif, que ce soit au niveau du sport, au niveau des animaux, voilà, plein de choses. Donc, on a beaucoup de sujets à aborder. Le premier que j'ai envie de te demander, c'est, tu es passé par la phase salariée. Au niveau des banques, c'est ça? Absolument. J'ai travaillé 15 ans dans le milieu bancaire. Dans le milieu bancaire. J'ai fait beaucoup de banques. D'accord. Parce que tu es passé de banque en banque? C'est ça. D'accord. Et de poste en poste également, du coup? De banque en banque, de poste en poste. Oui. Absolument. C'était quoi les postes? C'était J'ai commencé dans ce qu'on appelle le corporate banking, c'est-à-dire la banque de réseau. Donc chargé d'affaires entreprise, donc tout ce qui est finalement technico-commercial. J'ai un portefeuille de clientèle entreprise et je dois quelque part leur vendre ou leur mettre à disposition services, produits bancaires, financement bancaire de toute nature à partir du moment où ça colle à leurs besoins dans le domaine de l'entreprise bien sûr. D'accord. Donc du coup, de salarié, tu es passé à indépendante. Qu'est-ce qui a fait le switch? Alors le switch, il n'est pas venu comme ça. C'est-à-dire que dans la banque, j'ai évolué, j'ai occupé un métier passionnant, c'est la fusion-acquisition. C'est pour ça que j'en fais encore aujourd'hui, indépendante. Mais entre deux, je suis quand même passée par l'entreprise, en tant que directeur financier, administratif financier, et ensuite en tant que directeur général. Mais ce qui a été un peu le déclencheur, c'est la volonté... Alors... Si on part par la négation, la volonté de ne plus avoir de patron au-dessus de moi, donc de plus répondre à une forme d'autorité qui n'est pas moi. Si je dois rendre des comptes, c'est à moi, mais c'est à personne d'autre, et à mes clients bien sûr, mais à personne d'autre. Et puis d'être un petit peu maître de mon destin quelque part aussi. C'est-à-dire que finalement, si je veux entreprendre quelque chose, j'ai cette liberté d'entreprendre, cette liberté de prendre des initiatives, chose auxquelles je me suis heurtée constamment dans le milieu de l'entreprise en tant que salarié. D'accord, tu n'as pas eu de patrons qui t'ont laissé prendre des initiatives, faire confiance à chaque fois, il fallait rentrer, suivant ce qu'eux avaient décidé en termes de direction, stratégie et autres. Dans D'accord. la grande majorité des
les cas, et d'autant plus que ce milieu bancaire est quand même un milieu extrêmement structuré, très pyramidal, une organisation qui a pour but de gérer quand même des risques, de limiter l'exposition aux risques. Donc on imagine à peu près les carcans de procédures, de méthodes et de rigueur qu'il faut adopter. Certes, ok, mais l'initiative personnelle, elle est extrêmement jugulée. Et puis après, il y a le fait des hommes, le fait des êtres humains, l'organisation et des rôles. Et puis après, dans l'entreprise, j'ai retrouvé un petit peu les mêmes systèmes. C'est-à-dire un peu le rouleau compresseur des grands groupes, ou simplement de structure et d'un système hiérarchique qui finalement est plutôt dans un rapport de force que réellement dans un rapport de partenariat, de collaboration. C'est ce que tu avais vécu. Du terme. Et donc, du coup, que j'ai vécu. Suite à ça, tu t'es dit... Suite à ça, je me suis dit, ok, il faut que je sois mon propre patron. Initialement, je souhaitais reprendre une entreprise. Et puis, chemin faisant, finalement, j'ai renoncé à ce projet pour créer en fait, mon activité. Et je suis partie sur une activité indépendante, même si j'ai fait une petite incursion à un moment donné sur un projet qui pouvait m'amener à recruter du personnel. Mais finalement, je suis revenue quand même. Donc, quand tu dis indépendante, c'est seul aussi, sans salarié. Oui, c'est ça. D'accord. Ça. Et en termes d'activité, tu es partie sur... le consulting et la formation. D'accord, et la formation également. C'est ça. Donc la formation sur la partie comptable... Finance, gestion d'entreprise. Gestion d'entreprise. Ingénierie financière. En fait, tous les sujets financiers qui peuvent, de près ou de loin, toucher l'entreprise, en fait. Alors, c'est un sujet qui, suivant le profil de l'entrepreneur, va le passionner ou pas. et c'est sûr que des profils plutôt commerciaux ou techniciens... moi, j'entends très souvent c'est mon expert comptable qui va le voir. Et je leur rappelle que le patron, c'est pas l'expert comptable. Donc, les décisions, c'est à eux de les prendre. Et donc, s'ils ne sont pas une connaissance légère, voilà. Donc, du coup, en formation, l'idée du podcast, c'est de donner des tips. Qu'est-ce qui, pour toi, est vraiment dans un tableau de bord ou des éléments vraiment à connaître et à surveiller au quotidien? Alors, sans rentrer dans... Axe 1, la marge. Axe 2, la trésorerie. D'accord. Sans ça, sans ces indicateurs-là et ou cette vigilance-là, clairement, l'entreprise va aller dans le mur assez rapidement. Quand tu dis la marge, alors, parce que la marge, elle va être définie plutôt à la fin. Donc, tu parles de l'EBE, tu parles de... Ah, bah si tu veux parler des indicateurs, alors là... les indicateurs... je ne pensais pas rentrer dans ce niveau de détail ou de technicité. Mais oui, alors... valoriser la société. En fait, la marge, elle peut s'évaluer à différents niveaux, effectivement. Si on est en rapport du produit... Je dirais que c'est la marge unitaire sur le produit ou le service. On peut déjà commencer par là, donc connaître son coût de revient et ensuite la marge qu'on est censé dégager en fonction du prix auquel on le vend. Et puis, plus généralement, si on prend du champ et qu'on s'élève au niveau de l'entreprise, alors là, on va parler effectivement de l'excédent brut d'exploitation et du résultat d'exploitation, qui sont le nerf de la guerre. C'est vraiment le cœur du réacteur. C'est ce qui valorise la société. C'est le cœur. Ah oui, c'est le cœur. Mais en fait, c'est ce qui permet aussi de déterminer si un modèle est bancable. C'est vraiment le paramètre qui fait dire qu'un modèle est viable et donc bancable. Donc c'est vraiment bancable, extrêmement intéressant et utile. Un bancable, voilà, qui donne la confiance des banques. Autrement dit, une entreprise qui est viable et bancable, le banquier, a priori, ne devrait pas avoir de soucis ou de doutes sur le fait de financer cette entreprise, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. Pour le calcul de la marge, pour la définition de la marge quand on fait le prix, il y a également beaucoup notamment des artisans ou des petites sociétés qui disent « moi je fais un COEF 2 ». Et ce COEF, parfois il est calculé avec le doigt mouillé. Bon. Est-ce que tu as un tips pour pouvoir définir ce coefficient minimum à avoir, sinon on met en danger justement le BE et on met en danger la société et en même temps, qui fait que tu as quand même la concurrence. Donc, exactement, c'est un peu la quadrature du cercle. La question est compliquée à répondre pour une raison simple, c'est qu'un COEF s'applique sur une base
Et la question, c'est la définition de la base. Qu'est-ce que je mets dans le calcul de la base? Alors après, on peut rentrer dans le détail, mais en gros, par exemple, un artisan ou un entrepreneur, quel qu'il soit, il n'est pas obligé d'être artisan, mais un entrepreneur, quel qu'il soit, peut se dire, OK, je vais mesurer mes coûts de production, même dans les services, on fait de la production finalement, on va mesurer les coûts qui rentrent dans la production du service, par exemple, ou la fabrication du produit fini, mais ça, c'est finalement qu'un type de coût. On a coutume de dire les coûts directs, par exemple, de production. Alors là-dessus, on peut appliquer un COEF. Si on part sur cette base de définition, par exemple, le COEF qu'on doit appliquer doit servir à couvrir les autres coûts, qui sont souvent d'ailleurs des coûts fixes. Et ensuite, de vérifier qu'on fait bien une marge résiduelle. Il reste quelque chose, quoi. Autrement dit, le coefficient il doit être ajusté, en fonction des conditions de marché. Donc, tu disais la concurrence, typiquement. Autrement dit, un client va peut-être pas accepter le prix qu'on va lui proposer parce que les concurrents font différemment et que, a priori, on n'a pas vraiment d'éléments distinctifs, donc c'est QFD, on ne sera pas concurrentiel. Et puis ensuite, on doit pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise, donc il faut forcément un résultat résiduel. Une fois qu'on a couvert tous ces coûts grâce au coefficient. Et donc tu disais que le deuxième pilier qui est l'essence dans le réservoir de la voiture, c'est la trésorerie. Oula, oui, plus que vrai. La fameuse trésorerie, qu'une banque ne finance jamais. En tout cas, elle peut, mais elle va avoir des exigences. Elle ne va pas faire de découvert. Elle va avoir des exigences. Donc ça veut dire qu'une société qui démarre, il faut qu'elle ait déjà un capital minimum. Donc la création de société avec un capital de 1 euro, ça c'est une hérésie. On est d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est vraiment un politique qui est du pont de ça, mais rien d'autre, personne d'autre. Donc pour définir cette trésorerie, c'est un peu... ce capital social, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'entrepreneur se dise j'ai besoin de quoi, qu'est-ce que je dois couvrir, c'est ça. En fait, si on parle de la mise de fonds de départ pour pouvoir tenir un certain temps, je dirais le temps que l'entreprise soit hors d'air, c'est-à-dire qu'elle est à flot, ça y est, elle peut commencer à générer une marge, voilà. Autrement dit, on pourrait même dire qu'elle a atteint son point mort et son seuil de rentabilité. Le fait est, c'est qu'il y a plusieurs dimensions dans la question et donc dans la réponse. Première idée, c'est que pour mesurer la mise de fonds de départ, dans l'immédiateté, tout de suite à la création, c'est de se dire de quoi j'ai besoin pour tourner la clé dans la serrure, ouvrir la porte et je démarre. Qu'est-ce qu'il me faut? J'ai besoin de quoi immédiatement, tout de suite? Sinon, je ne peux pas démarrer. C'est impossible. Donc ça, c'est le besoin initial. Je dirais à l'instant T de la création et du démarrage. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que dans le premier mois, dans le deuxième mois, dans le troisième mois, et ainsi de suite, il va y avoir des besoins complémentaires, ne serait-ce que par le lancement proprement dit de l'activité. Je sais pas moi, par exemple des stocks, recruter, etc., etc. Et là vient la deuxième étape de l'évaluation du besoin. Donc ça, c'est la deuxième couche, je dirais, de besoins financiers qu'il faut pouvoir apporter d'une manière ou d'une autre. Et puis, par-dessus ça, étant donné qu'on n'atteint pas tout de suite le rythme de croisière, encore et loin s'en faut, et a fortiori parce qu'on n'aura même pas encore atteint le point mort, la question, c'est de savoir comment le dirigeant se rémunère. Parce que dans les premiers mois, il ne peut pas se rémunérer. Donc, il faut qu'il ait suffisamment de cash d'avance. Soit il le met dans l'entreprise et il se rémunère sur l'entreprise, soit il le garde dans ses économies, il vit sur ses économies le temps que l'entreprise, ça y est, soit hors d'air. Donc, en fait, c'est toute cette masse de capitaux qu'il faut correctement évaluer pour pouvoir l'injecter au départ et ensuite successivement et dès que nécessaire, parce que la banque, là, va caler. Elle ne pourra pas forcément financer. Alors, je mets un bémol. Aujourd'hui, et depuis déjà quelques années, les banquiers sont quand même, comment dirais-je, très désireux de faire de la dette à tout bout de champ. Il faut dire que pour ça, les entrepreneurs, pas tous, mais en tout cas quand même une grande part d'entre eux, ont un gros avantage, c'est de pouvoir recourir aux garanties BPI.
Et parce qu'il y a des garanties BPI, alors les banques prêtent. Et là, je voudrais quand même m'arrêter 2 secondes, si tu permets. Hein, je développe, mais tu me dis quand on passe éventuellement à un autre sujet. Ça va venir sur le sujet ensuite du tribunal. Donc mais je voudrais vraiment alerter ceux qui écouteront cet entretien. Un banquier qui vous prête, c'est pas forcément votre meilleur conseiller, c'est pas forcément votre meilleur ami. BPI qui fournit sa garantie, c'est pas forcément votre meilleur ami non plus. Ça vous paraît être finalement un argent relativement facile, ça facilite considérablement les choses au lancement. Il faut jamais oublier qu'une dette, ça se rembourse. Et qu'en vous endettant au départ dans un projet qui, à ce stade-là, ne génère pas de cash pour pouvoir le rembourser, c'est le banquier qui a le dernier mot sur votre affaire. C'est lui qui va décider de la vie ou de la mort de l'entreprise. Et malheureusement, c'est souvent dans le sens que l'on ne souhaite pas. Le jour où le banquier décide que ça suffit, étant donné qu'il a le pouvoir, il a le pouvoir de mettre à mort. Faut le dire clairement, hein, c'est vraiment de ça dont on parle. Donc, il vaut mieux garder une forme d'indépendance financière au départ, quitte à démarrer un petit peu plus en dessous, mais d'assurer sa pérennité et une forme d'indépendance financière. Voilà. On peut s'endetter, mais attention à ne pas transférer totalement le pouvoir de décision à notre banquier. Donc du coup, si je résume, l'aspect trésorerie, ça peut être également des facilités de paiement par rapport à des fournisseurs. Par exemple. Ça peut être également d'être bien entouré par des associés qui mettent au compte courant, donc Exactement. On a un capital important. C'est ça. Et ça s'obtient déjà du fait en général du profil de l'entrepreneur, qui rassure. Bien sûr. Mais également du business model. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que les personnes à qui vous parlez disent « Ah oui, ça a marché, parce qu'il a ci, parce qu'il a ça, il a tel atout, il a tel atout, il a tel atout, il a tel atout. » C'est ça. Donc on y va, on prend le risque. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et du coup, j'aimerais rebondir sur, tu es juge au tribunal de commerce de Lyon. Est-ce que tu peux me dire les problématiques, les handicaps que tu vois régulièrement qui amènent les personnes au dépôt de bilan, au redressement? Parce qu'il y a sûrement des choses qui se répètent. Oui, on va dire qu'il y a quelques grandes lignes qui peuvent valoir entre guillemets, d'enseignement. Voilà, pour éviter... Voilà, de choses à ne pas faire. En tête. En tout cas, d'éviter de le faire trop longtemps. Pour certaines d'entre elles, en tout cas, auxquelles je pense. Première... ça reboucle avec notre discussion préalable. Première raison, le plus souvent, et c'est un mal chronique des entreprises françaises, quoi qu'il en soit, c'est un défaut de fonds propres. Autrement dit, ce qu'on vient de se dire, un défaut de capitalisation de l'entreprise. Donc en gros, l'actionnaire ou les associés, peu importe, mais n'apporte pas assez d'argent à l'entreprise et compte beaucoup trop sur le banquier. Donc le niveau d'endettement est trop élevé. Et on en revient à ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc ça, c'est la première cause. Vraiment une sous-capitalisation des entreprises. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, deuxième raison éventuelle donc, d'une défaillance d'entreprise, c'est le fait, et ça c'est très très fréquent, et en fait c'est quand je suis rentrée au tribunal que j'ai fait le constat du nombre d'entreprises qui pêchent par cet acte de gestion, parce que pour moi c'est un acte de gestion, c'est l'erreur du management. J'étais étonnée, franchement, c'est d'avoir un chiffre d'affaires trop concentré sur un ou quelques clients. Et en fait, souvent quand on démarre, c'est normal, on démarre avec un client, on ne démarre pas avec 10 clients. Enfin, la grande majorité des cas, on démarre avec un client. Bon, pour peu que ce client nous aime bien et qu'il ait les épaules un peu larges, il va pouvoir nous alimenter éventuellement en missions successives, etc. Et il peut assez rapidement soit représenter une facture quand même conséquente, unitaire, soit, je dirais, une concentration de notre activité sur ce client-là. Ce qui fait qu'en fait, a fortiori pour un indépendant, eh bien, a fortiori quand il constitue son entreprise, il va être un peu au four au moulin de faire le commercial, faire la prod, faire l'administratif. Et quand on a un client qui t'alimente, si tu veux, en chiffre d'affaires, etc., ça te facilite tellement les choses sur le plan commercial que tu n'as plus qu'à produire et tu ne fais plus l'effort d'aller chercher un client nouveau.
Tu vois, tu fais plus de commercial et tu te laisses porter. Et ça va bien jusqu'au jour où ça va pas. Pourquoi ? Le client arrête de passer la commande parce que lui-même est en difficulté. Le client a décidé de diversifier ses sources. Donc, tu vas recevoir des commandes, certes, mais en volume inférieur, enfin moindre par rapport à avant. Et comme tu t'es jamais préoccupé de diversifier ton activité, waouh. Et là, il y a un trou d'air, il y a beaucoup de vent dans les voiles. Ouais. Et la plupart, en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a énormément d'entreprises, y compris des PME, voire même des ETI dans certains cas, qui se retrouvent avec, je sais pas moi, 30, 40, 50, 60, 80% de leur chiffre d'affaires sur un client. C'est de la folie furieuse. Ça, c'est admissible dans la première, la deuxième année. Mais la préoccupation de l'entrepreneur, là, c'est de absolument diversifier sa clientèle. Tu parles de pourcentage. Quel est le pourcentage maxi après, ça va dépendre de la taille de la société, j'imagine. Oui, mais quand bien même, je dirais que avoir 20% de son activité entre les mains d'un seul client, c'est supportable si jamais il nous lâche. On va subir le coût, les conséquences, mais logiquement, ça ne devrait pas mettre en danger l'entreprise. Au-delà, ça peut carrément la mettre en danger. Parce que nécessairement, ça va engendrer des pertes. Et les pertes, c'est un trou de trésor. Donc ça, c'est le deuxième problème. Voilà. Est-ce que tu en vois un troisième problème, troisième cause de défaillance, on va dire. Alors, elles ne sont pas forcément priorisées, mais on va dire, voilà. Troisième cause de défaillance, et là, c'est statistique, c'est la défaillance du client. Donc là, cette fois, l'impayé client, l'insolvabilité du client. En fait, et ça, c'est chronique, quelle que soit la taille d'entreprise, peut-être à part les grandes qui ont bien évidemment beaucoup de structures, beaucoup de moyens, etc. Mais d'une manière générale, les entreprises pêchent par la gestion du recouvrement client. Et donc, je le conçois, c'est pas facile de prendre son téléphone, d'aller demander le paiement de sa facture, etc. Alors, il y a des moyens plus soft de le faire, gentiment, etc. Mais à un moment donné, il faut être ferme. Et en fait, un quart des défaillances d'entreprise sont générées par l'impayé client. Donc, quand on démarre, mais en fait tout le temps, il faut être vigilant sur ses encaissements de factures et réagir très, très, très vite. Parce que le temps file très vite, en fait, quand on fait de la relance. Le temps file très, très vite. Ouais. Oui, et puis après, au niveau juridique, c'est des coûts, donc il faut plus on va aller vite et plus on va être vigilant, plus on va surveiller. Est-ce que tu conseilles de faire appel aussi? Il existe des cabinets qui donnent des infos sur la solvabilité des clients pour un coût en général c'est dans les 1500 euros par an. Ça peut, alors c'est intéressant parce que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je pense à un cas récent où j'ai répondu pour rendre service à une consultante qui venait de se lancer, qui venait de créer son entreprise. Donc, c'est plutôt un bon exemple. Et elle était déjà en contact avec une entreprise avant de lancer son activité indépendante. Et donc, cette entreprise est devenue son premier client. Et elle était dans le consulting stratégique. Et elle a eu tout de suite une très grosse mission. La facture s'élevait à 40 000 euros. Elle a facturé, mais sans demander d'acompte au départ. Et elle est repartie sur une autre mission, alors que la première n'était pas soldée. Enfin, elle avait fini la mission, mais la facture n'était pas soldée. Et finalement, elle a tout perdu. Donc, en fait, parce que l'entreprise, en fait, était en difficulté. Elle ne l'avait pas perçu. Elle savait qu'elle rencontrait des problèmes, mais elle n'avait pas perçu la profondeur des difficultés financières. Et donc l'urgence aussi qu'il y avait dans cette difficulté et les risques qui pouvaient y être associés. Et donc, elle a tout perdu, à tel point qu'elle se demandait si elle allait pouvoir redémarrer, poursuivre même son activité, parce que ça faisait déjà, quelque part, peut-être 1 an qu'elle travaillait. Et là, elle venait de se prendre une paume, elle ne savait même plus comment vivre. Comment je paye mon loyer, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Alors, pour revenir à notre sujet, en fait, acheter du renseignement commercial pour se renseigner sur la solvabilité de ses clients, ça peut être un très bon moyen.
Après, reste à voir ce que fait l'indépendant, par exemple, ou le jeune entrepreneur, et quelle typologie de clientèle il a. Si on est sur de la TPE-PME, c'est fortement recommandé. Parce que la dégradation de la situation peut aller très 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 vite. Si on est sur de l'ETI ou du grand compte, c'est déjà plus... Je dirais qu'il y a un amortisseur par l'effet de taille qui est quand même un peu plus important. Donc c'est quand même bien le diable qu'on se fasse surprendre. C'est ce que je veux dire. Si on veut quand même jeter un œil, on peut déjà aller sur Papers, par exemple. Tu vas sur Papers, c'est gratuit. L'entreprise est en procédure collectif, ça va s'afficher en rouge sur la page. Pour peu qu'on arrive à consulter ses comptes, on peut quand même jeter un coup d'œil pour voir si le résultat net est positif. Ça donne déjà un premier indicateur. Sauf si le nom confidentiel. Alors, ouais, mais tu as quand même le bilan. En général, le bilan est accessible. D'accord. Donc, tu regardes dans le bilan, tu trouves le résultat net, tu regardes déjà s'il est positif. Tu vois, c'est déjà un premier... Alors, ça ne fait pas le tout, mais c'est quand même déjà une première indication de quelque chose. Les fonds propres les fonds propres, oui, tu y as accès puisque tu as accès au bilan. Donc, fonds propres positifs, résultat positif, a priori, c'est plutôt pas mal. Ça devrait aller. Si par contre l'entreprise fait des pertes et des lourdes pertes par rapport à ses fonds propres, là c'est warning. C'est des petits indicateurs bêtes, mais très, très simples à les vérifier. Et ça prend pas tant de temps que ça. Il faut le faire. Je sais que quand je me suis lancée, étonnamment, donc j'ai commencé par la formation, par exemple. J'avais sélectionné un certain nombre de grands établissements de formation continue, formation professionnelle continue, parce que c'était le public que je voulais adresser au départ. Et j'avais screené les bilans et les comptes de résultats, enfin les comptes de chacun des grands que je voulais éventuellement adresser pour où je mettais les pieds. Et à titre d'exemple, alors je ne citerai pas le nom vu que ça va être public, mais à titre d'exemple, je commence à travailler avec un grand de ces établissements-là, qui était tout à fait solvable à l'époque, pas de problème. Je développe beaucoup l'activité avec eux, néanmoins j'avais d'autres clients puisque j'avais respecté la règle de diversification. Et 3 ans plus tard, mon petit compteur dans la tête, là, en me disant, mais c'est bizarre, je facture, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui rentre. Et les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc je ne vérifiais pas mon recouvrement. Et puis quand même, un jour, je me suis dit, OK, on arrive à la clôture du bilan, il faut quand même que je fasse le point. Et je m'aperçois que j'avais 12 mois de retard sur les encaissements. C'est-à-dire que j'avais des factures qui dataient de plus d'1 an et qui n'étaient pas encaissées. Et donc, toutes les factures émises depuis 1 an, en fait, étaient non encaissées, étaient impayées, quoi. Et Et donc, il y avait un encours quand même assez sympathique. Oui, 12 ans, quand même. Et 12 mois, ouais. Et voilà. Donc, j'ai commencé à solliciter le service comptabilité qui ne me répondait pas. Premier signe avant-coureur que ça sent pas bon. Relance, toujours pas de réponse. OK. Je consulte les commerciaux de l'entreprise puisque je suis en contact avec eux. Et là, ce qui est très intéressant, et c'est un conseil que je donne, à la limite très direct, si vous avez un doute, vous parlez à vos interlocuteurs opérationnels dans l'entreprise. Et eux, s'il y a des difficultés, ils vont vous raconter l'histoire. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, les gens du terrain peuvent en fait recueillir beaucoup d'informations sur le terrain en discutant avec les gens du terrain, en fait. Et bon, OK, soit. Mais du coup, j'ai fait ce qu'il fallait pour entrer dans mon argent et j'ai été payé rubis sur l'ongle. Après, j'ai perdu le client, mais de toute façon, je l'avais déjà remplacé. Et ça ne m'intéresse pas de bosser avec un client qui ne paye pas. Donc, c'est vite vu. Enfin, je veux dire, s'il faut mettre son effort quelque part, il faut le consacrer à des gens qui sont solvables et qui vont être des clients pour l'avenir, et pas des gens non solvables qui risquent de vous mettre carrément sur la paille. Donc, non. Enfin, il faut faire un arbitrage très rapide. Et la solution de l'assignation par le... Alors, elle n'est pas si automatique que ça. Les procédures de recouvrement... les procédures de recouvrement, il y en a plusieurs. Techniquement, d'accord, on peut, avant d'aller déjà au tribunal, s'adresser à un commissaire de justice. On les appelle commissaires de justice avant, mais je fais référence aux huissiers. Donc, commissaires de justice sont complètement dédiés au recouvrement amiable. Donc, si l'entreprise, l'entrepreneur, si l'entreprise veut faire un recouvrement auprès d'un client et qu'elle voit qu'il n'y parvient pas, à ce moment-là, elle peut confier le recouvrement à un huissier qui va faire une première démarche, à condition que ce soit l'accord passé entre l'entreprise et l'huissier, bien sûr, un recouvrement amiable. Quand un huissier écrit à un client, avec son papier en tête, ça commence à sentir un peu le roussi, le client il a plutôt tendance à s'aligner, voilà, donc à respecter ses engagements, on va dire. S'il est en situation d'insolvabilité,
ça coincera. Mhm. La question, c'est peut-être à ce moment-là de voir si on ne peut pas mettre en place un plan échelonné de paiement. Mhm. Pourquoi ? Parce que toutes ces démarches amiables ont l'avantage de présenter des solutions rapides et qui ont une chance d'aboutir, et dans un délai raisonnable. Avant de vraiment taper dans le dur. Hein. Après, si vraiment, voilà, on sent que là, on est arrivé au bout du bout de tout ce qu'on a essayé de faire pour sauver, en quelque sorte, et la relation client, et en même temps la créance, à ce moment-là, on peut recourir à d'autres démarches qui, cette fois, engagent une procédure au tribunal. Alors, il y en a une qui est très simple, qui est vraiment très peu chère, enfin, qui coûte vraiment pas grand-chose. Je vais dire entre 35 et 37 euros, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment rien du tout. Et qu'on appelle l'injonction de payer. Donc, l'injonction de payer, en fait, c'est un CERFA qu'on trouve sur Internet, qu'on peut remplir très facilement, et qu'on envoie, alors là, j'insiste, au tribunal où l'entreprise cliente a son siège. Et bien évidemment, il faut envoyer avec le formulaire tout ce qui va justifier la créance. Autrement dit, une facture, un bon de livraison, un PV de réception, un contrat, des conditions générales de vente, enfin bref, tout ce qui peut justifier de la facture et du fait qu'on a bien livré. Autrement dit, le client, il a reçu et a priori, s'il n'y a pas de contestation de sa part, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si on a la confirmation qu'a priori, il n'avait rien à contester, qu'il était content de ce qu'il avait reçu, alors là, c'est parfait. C'est encore mieux. On envoie tout ça avec le formulaire, le CERFA, et le tribunal concerné, normalement, va prendre entre 1, 2, parfois ça peut aller jusqu'à 2 mois et demi, 3 mois, pour répondre. Si on a fait la justification de la créance, normalement, le tribunal répond par une ordonnance d'injonction de payer, auquel cas l'entreprise peut diligenter un huissier pour signifier au client qu'il a une injonction donc de payer. Et à ce moment-là, il a 1 mois pour contester. Pour dire non, je ne suis pas d'accord parce que. Et là, il va être en contestation. Donc, s'il y a contestation de sa part parce qu'il y a des éléments valables ou pas valables, hein, peut être de mauvaise foi. Mais s'il a des éléments de contestation, alors ça sera difficile d'éviter le procès. Et on ne pourra pas aller saisir ses comptes, on ne pourra rien faire. Si par contre il ne répond pas dans le mois, en tout cas qu'il est muet et qu'il n'a pas de contestation, alors on a la faculté de saisir ses comptes pour se faire payer. On peut même aller jusqu'à saisir des biens de l'entreprise pour les vendre et se faire payer. Donc pour 35 euros, ça vaut quand même le coup. Hein. Enfin, nonobstant bien sûr les frais de l'huissier, tu vois, mais voilà, ça vaut quand même le coup. Après, si on veut aller plus loin, mais sur des procédures plus musclées, on appelle ça le référé provision. Le référé provision, c'est quoi ? C'est une procédure en référé, donc c'est une procédure dite rapide. Et provision, pourquoi ? Parce qu'on cherche à se faire payer par provision une facture qu'on nous doit. Alors la nuance est de taille quand on dit par provision. Pourquoi ? Parce que le référé, selon le montant qu'on va avoir à récupérer, on aura ou pas besoin d'un avocat, premièrement. Deuxièmement, on va assigner le client, on va partir en référé, on va avoir une audience dans le mois, les 4 à 6 semaines de l'assignation. À l'audience, le client sera présent logiquement avec son avocat s'il veut se défendre, bien sûr, et s'il a dépassé 10 000 euros, si la créance est supérieure à 10 000 euros. Et on va se retrouver donc avec un dossier qui va être, entre guillemets, s'échanger entre les avocats, par exemple. Et là, ça va prendre 2 mois, grand maximum. Donc en gros, 3 mois, date d'assignation, logiquement. Et à ce moment-là, ça va être plaidé. Et on va donc, si le juge considère que les éléments dans le dossier font que le fournisseur, donc l'entrepreneur, a des raisons tout à fait valables d'exiger le paiement de sa créance et que l'autre en face, il n'a rien à opposer de sérieux, il va dire « Ok, vous êtes condamné à payer par provision ». Autrement dit, on n'oublie pas que la décision en référé est une décision provisoire. Parce que le client, s'il dit « Non, mais moi, je ne suis vraiment pas d'accord », mais alors du coup, il va se retourner, il va commencer à constituer son dossier, et après, il part en procès. Là, c'est une autre histoire.
Tu parlais des erreurs, enfin d'une erreur que tu avais faite quand tu t'étais lancé. Est-ce que tu as d'autres enseignements que tu dis, tiens, aujourd'hui, avec ce que je sais, je m'y serais pris autrement, que ce soit en termes de construction de la société, commerciale, relationnelle, pas seulement l'aspect gestion. Est-ce que, par exemple, tu dis, bah, finalement, j'étais toute seule, j'ai voulu rester toute seule, c'était ce que je désirais, mais en même temps, j'en vois les limites. Ah oui, bah, complètement. Alors, il y a dans mon activité actuelle, telle que je l'ai conçue au départ, que je l'ai fait évoluer et telle qu'elle résulte aujourd'hui, je dirais que c'est, en tout cas, voilà, c'est conforme à l'idée de départ. Ouais, ce que tu veux dire. Il n'y a pas vraiment eu de moment où je me suis dit, bon, j'aurais peut-être pu faire les choses autrement. J'avais besoin de faire de la formation d'abord. C'était une nécessité absolue à l'époque. Mais en rapport à moi, mes valeurs, mon besoin de me recentrer. Et seulement après, je suis revenue au conseil. Mais je savais que j'allais revenir au conseil. La formation, pour moi, était intéressante, mais pas, on va dire, une activité business stricto sensu. Voilà, si je peux me permettre cette allusion. Ça me nourrissait, voilà. La formation. Ça me nourrissait. En termes de relationnel humain, voilà, en termes d'échange, de transmission. C'est ça. Mais j'avais vraiment besoin de revenir dans le milieu des affaires, en fait. Donc, j'ai redéveloppé ensuite l'activité conseil pour ça, pour revenir à ce que j'aimais. C'est vraiment le milieu et les opérations dans le milieu des affaires. Non, par contre... tout à l'heure, j'évoquais rapidement que j'avais fait peut-être une incursion à un moment donné. J'avais voulu essayer de développer une entreprise sur un concept donné où là, je m'étais dit, OK, je recrute. Et ça pouvait même aller très très loin. J'avais même commencé à regarder, à rencontrer des personnes qui pouvaient peut-être devenir associées, partenariats, enfin bref. Et là, j'ai dû replier la voilure au bout d'1 an. L'aventure m'a coûté assez cher, mais j'étais prête à investir cet argent. J'avais thésaurisé depuis plusieurs années. J'avais un capital qui pouvait être investi dans un projet. C'était conscient, c'était voulu. Par contre, ça a été qu'un cas. Hein. Ça a été quand même assez sportif. Et, c'est dans quel domaine en l'occurrence, à l'époque, je voulais créer une entreprise qui, par une plateforme web, permettrait à des TPE, PME, parce que c'était le cœur de cible, de rentrer en contact et de trouver des solutions de financement qui ne soient pas que de la dette, mais en même temps, en quelque sorte, des sources de financement qui ne soient pas que bancaires non plus. Ça pouvait être tout type de sources de financement en parallèle des banques. Okay. Voilà. Et on pouvait très bien aller jusque sur les fonds propres, etc. etc. Donc vraiment une plateforme de conseil et en même temps d'intermédiation sur tous ces sujets-là. Bref, ça pouvait s'apparenter à du courtage, mais en fait, ça serait allé encore un peu plus loin. Et quand tu dis que tu as replié la voilure, c'est que dès le départ, tu t'étais mis des go, no-go en place en disant là, je vais là, si ça ne marche pas, tac, je m'arrête. Donc ça, c'est un conseil à... Oui, c'est-à-dire que c'est ça. On y va, puis on verra bien. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais imaginé une feuille de route viable a priori, viable, on va dire, commercialement, pour amorcer la pompe de quelque chose, viable financièrement. Même si j'avais une mise de fonds conséquente, néanmoins, je me suis dit, si la première étape fonctionne, je vais commencer à générer du business qui sera un socle pour construire la phase 2. Phase 1, phase 2, phase 3. Et donc, pour faire cette phase 1, j'avais signé un partenariat avec une fintech belge qui avait une solution de financement. Et l'objectif, c'était que je les aide à développer leur réseau en France d'apporteurs d'affaires. Donc moi, j'étais l'intermédiaire qui générait le réseau d'apporteurs d'affaires en France et qui leur permettait donc du coup de générer du business. Et ce réseau d'apporteurs d'affaires, en fait, j'avais imaginé de construire un modèle avec eux. Avec eux, pour eux. Bref, j'étais allée très 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 loin dans mon concept. Mais simplement, il me fallait un
un amorçage quelque part. Hein. Il fallait le moyen d'amorcer. Et ce partenariat a été le moyen d'amorcer la pompe, en fait, de lancer l'opération, de lancer l'activité, cette phase 1. De comprendre le marché, par exemple, du courtage en financement d'entreprise, d'identifier les acteurs qui sont introuvables, enfin bref, c'est vraiment un maquis. Bref, de faire tout ce défrichage. Et finalement, si ça fonctionnait, j'allais toucher des coms sur le business généré. Donc ça allait me rééquilibrer financièrement pour ensuite pouvoir aller à l'étape 2, c'est vraiment construire mon concept, cette fois le mien. Et donc voilà, donc j'avais recruté quelqu'un, une assistante commerciale pour m'aider à faire tout ça. Je continuais à faire de la formation quand même pour pouvoir vivre parce que je ne pouvais pas tout lâcher. Et puis il fallait quand même du temps, hein. C'était beaucoup de temps de prospection, donc tant que tout ça n'était pas abouti, il n'y avait pas grand-chose à faire à part décrocher son téléphone. Voilà, et finalement, assez rapidement, au bout de 8 mois, ouais, au bout de 8 mois à peu près, le partenariat avec la FinTech belge a été rompu. Parce que, bien évidemment, voilà, ils avaient poursuivi 2 tactiques en parallèle. L'une en fonctionnant avec moi, qui était une indépendante commissionnée, tête de réseau, par exemple, hein, et un salarié qui bossait sur le même territoire. Ah d'accord, okay. Ça tu ne savais pas. Je l'ai su, mais on a signé, et puis dans les mois qui ont suivi, ils ont lancé ça. Et après, on se marchait sur les pieds. Enfin, c'était pas possible. Donc, j'étais sans arrêt. Il n'y avait pas de clause d'exclusivité ou des choses comme ça. Okay. Et du coup, ça c'est un autre conseil, c'est quand on fait sur un partenariat, valider qu'il n'y ait pas ce cas où ils vont faire en interne en même temps. Ils tâtonnaient, ils avaient absolument besoin de faire du business. Donc en fait, ils faisaient un peu, on pourrait dire qu'ils ont fait feu de tout bois, tu vois. Voilà. Moi, j'y voyais le moyen quand même d'amorcer la pompe pour mon propre business. Donc bon. Bon an, mal an, pourquoi pas. Je me suis dit, dans le meilleur des cas, ça va tenir quoi, 1 an, 2 ans. Ça me laisse le temps de capitaliser, de faire quelque chose, mais ça n'a pas tenu 1 an. Et suite à ça, est-ce que tu as eu une période au niveau... déjà, tu as dû refaire le deuil. Oui, oui. Est-ce qu'au niveau montage, chargement, au niveau stress et tout, est-ce que tu as une période creuse, vide comme je te disais, le podcast, on est aussi sur ce sujet-là. Est-ce qui t'a amené du coup à faire d'autres choses comme le shiatsu qui était plus tard ou Alors en fait, ça a été une période extrêmement dure. Ouais, extrêmement dure. Parce que j'avais donc recruté cette assistante exclusivement pour ce contrat. Pendant ce temps-là, moi, je faisais de la formation. Donc, elle n'avait rien d'autre à faire que de travailler pour ce contrat. Et avec ça, on était là pour construire le projet. Et en fait, donc, difficulté relationnelle avec, bien évidemment, la FinTech. Incompréhension. Ils essayaient de reconvertir nos relations, notre partenariat, le type de marché, etc. Et moi, j'avais déjà battu le terrain sur ces aspects-là. Et je leur disais, mais il n'y a rien à faire dans ce créneau, il n'y a rien à faire sur ce segment, il n'y a rien à faire sur... Enfin bref, on était en invalidation permanente, jusqu'au moment de la rupture du contrat. Ils ont rompu le contrat du jour au lendemain, hein. Ils m'ont coupé les vives, ils vont tout couper. Hein. J'avais plus accès à rien du tout. J'ai tout perdu d'un coup. Ça a mis même pas 1 heure, chrono. Ils m'ont même pas averti avant, rien. Du jour au lendemain, terminé, rideau. J'ai même pas pu monter en Belgique pour parler, etc., faire une réunion, rien. Allez, rideau, ok. Là-dessus, du coup, je me retrouvais avec une salariée sur les bras sans rien avoir à lui donner à faire, du jour au lendemain. Sympathique. Donc là, je me suis dit, au nom de chien. En plus, elle était dans un programme de reconversion, donc elle était en contrat de professionnalisation pour se reconvertir professionnellement. Donc elle était en alternance, en quelque sorte. Et donc, il y avait sa formation à tenir. Il n'y avait plus de grain à moudre. Il n'y avait plus de grain à moudre. Enfin bon, donc je vais voir les AGFOS, enfin les OPCA, quoi. Et j'en discute avec eux. Ils me disent, écoutez, on était début février. Ouais, je crois, début février. Et ils me disent, bon, jusqu'à quand vous pouvez tenir ? Sachant qu'elle finissait sa formation fin août, fin septembre. Elle était diplômée, enfin certifiée, quoi, fin septembre. Donc il y avait encore 6 mois, bon poids, 6-7 mois à tenir. Et moi, je me voyais pas. Enfin, ça allait me coûter mais une blinde. Je me payais pas. Enfin,
Donc là, je leur dis, écoutez, allez, fin avril. Mhm. Ils me disent, bon, bah ok, on peut prendre le relais fin avril sur la formation, etc. On prendra en charge. Bon, je me démène pour trouver un client, pour lui redonner du grain à moudre, en fait. Je me démène pour retrouver un client. J'en trouve un. On signe un contrat. On touchait, en gros, elle avait un boulot à faire. C'était pas très compliqué. Ça me payait l'équivalent de son salaire net. Le reste, c'était marginal. C'était un coût marginal, mais c'est pas grave. C'était déjà ça. Et puis surtout, j'avais à l'occuper. Et puis, en fait, la salariée a commencé à me claquer dans les doigts. C'est-à-dire qu'elle m'a fait de l'insubordination, de l'abandon de poste. Enfin bon, bref, j'ai à peu près tout vu à ce moment-là. Donc, recharge mentale, 6 semaines plus tard, quoi. Et je l'ai su parce que j'avais des stagiaires qui me disaient, bah, elle n'est pas venue aujourd'hui, on se peut où elle est. Bon, ok, super. Right. Et à l'arrivée, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Donc, comment je fais pour m'en débarrasser? Le client qui me dit, mais ça va pas du tout, patati patata. Enfin, bref, il y a tout qui partait en cacahuète. Donc là, je me suis dit, ok, stop. Stop. Je suis allée voir le client, je dis, bon, tu sais quoi? On rompt le contrat immédiatement. Il y avait un préavis, on le fait pas. Comme ça, toi, t'es content, moi, je suis contente. Et ça va me servir. Résultat des courses, j'ai fini par la licencier, elle est partie. Et, j'ai replié la voilure au mois de mi-août, elle n'était plus là. Donc ça m'a coûté en gros l'équivalent quand même de bien 6 mois supplémentaires. Et ensuite, je me suis complètement repositionnée. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, bon, bah, puisque ce projet, je ne l'aboutis pas, je ne le mène pas au bout, et ben, je bifurque et je lance l'activité conseil en plus de la formation et je reste toute seule. Oui, du coup, tu t'es dit, c'est bon, j'ai déjà donné. Ouais, non. J'aurais eu 30 ans, peut-être que j'aurais voulu retenter le coup, tu vois, mais non. Non, c'est bon, quoi. Et alors, du coup, tout ce qui est formation au niveau shiatsu, au niveau de ça, c'est lié à ton activité entrepreneuriale ou pas du tout, en fait? C'est-à-dire que ça te permet de t'équilibrer en termes de gestion du stress, en termes de sens, en termes de... ou pas? Alors, le shiatsu, pour parler vrai, il est arrivé dans ma vie, parce que j'étais patiente en quelque sorte. J'ai voulu me soigner, entre autres par ce biais-là, par le shiatsu, et c'est arrivé 1 an et demi à peine, après un burn-out. Donc, tu es passé par la case burn-out. Ouais. Suite à l'arrêt de cette société? Non, c'était bien avant. D'accord. Et j'étais encore salariée à l'époque. Et donc, concours de circonstances, moi, je ne connaissais pas du tout le shiatsu. Bref, je le fais... de massage, pour dire... puis c'est de la médecine japonaise, enfin, je ne connaissais mais rien au shiatsu. Voilà, on m'en parle, un ami m'en parle en fait, complètement par hasard. Il me dit, tiens, j'ai fait une séance comme ci, comme ça. Je dis, ah bon, ok. Comme à l'époque, j'essayais à peu près tout pour m'en sortir et retomber sur mes pieds. Et je dis, ok, allez, j'y vais. Et en fait, j'ai très très rapidement, mais complètement accroché, parce que, waouh, alors déjà, je ne suis pas très versée sur la médecine traditionnelle, les médocs et tout ça, mais surtout, je suis tombée sur quelqu'un d'extra, et qui me remettait sur les rails et me regonflait d'énergie, me reboostait, me corrigeait tous mes bobos, tous les symptômes que je pouvais développer à cause du stress, etc. En un temps record, enfin bref, 1-2 séances, allez hop, c'était reparti pour un tour, etc. Enfin bon, génial. Donc du coup, c'est devenu une vraie façon de gérer ma santé, en fait. C'est-à-dire que le shiatsu, c'est devenu le moyen de m'entretenir, parce que c'est une médecine préventive, avant tout, au départ. Et donc, c'est devenu une vraie pratique très, très constante, régulière. Et je tombais jamais malade, j'allais super bien. Après, un cas sur les événements de la vie, mais en attendant, jamais de vrais problèmes de maladie, quoi. En tant que tel, voilà. Et donc, année après année, on en arrive à il y a 4 ans. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai envie de savoir prendre soin de moi de cette façon-là. Mon praticien quittait Lyon, déménageait. En gros, je perdais l'homme clé, quoi.
Je perdais l'homme clé sur ma santé. Et là, je me suis dit, mince, comment je fais? Et ok, il avait une école. Je me suis dit, parfait, je vais apprendre. Donc, je me suis engagée dans l'école. Exactement. Alors, c'est une école en 4 ans. Ok, là, je suis en train de finir ma 4e année. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'y suis allée pour moi, pour apprendre et pratiquer pour moi. Et en fait, avec le temps, ce qui m'a pas vraiment surprise au demeurant, mais bref, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais beaucoup apporter ça aux autres. Et depuis 1 an, j'ai décidé de le pratiquer. Alors, je le fais encore de manière bénévole, mais peut-être que ça évoluera, je ne sais pas. Le même moteur qui t'a amené à faire de la formation, en fait. C'est ça, c'est d'apporter aux autres. Et je suis ravie parce que quand je le fais, pour le coup, quand je reçois du shiatsu, c'est génial. Ça c'est certain. Par contre, quand je le fais pour les autres, je suis complètement alignée, quoi. Je veux dire, oh là là, voilà. Mon Dieu. C'est pas le nirvana, mais enfin, on n'est pas loin. Et quand tu dis qu'au début, quand tu recevais les soins et que ça y est, ça repartait, est-ce que du coup, la problématique, c'est... parce que quand on fait un burn-out, c'est que il y a quelque chose en termes émotionnels, en termes organisationnels, en termes de croyances, en plein de choses. Il y a une construction, en fait, qui amène à ça. Bien sûr. Donc, du coup, est-ce que le fait de pouvoir repartir en termes d'énergie, ça t'a évité de travailler la construction qui était peut-être à revoir, enfin, de faire une révision, en fait, de cette construction, ou est-ce que ça t'a permis, au contraire, d'avoir suffisamment d'énergie et de sérénité pour attaquer ce travail? En fait... Alors, le shiatsu ne permet pas de pallier le travail personnel. Ça, j'ai bien compris. Ça, c'est certain. Voilà. Par contre, c'est tellement dur, je dirais, d'affronter ce qui nous a amenés là. C'est tellement dur d'affronter ça. Et quand on le fait vraiment, c'est tellement, je dirais, consommateur d'énergie. Que le shiatsu permettait de tenir. En fait, chaque fois, je regonfle les batteries et je retourne. Donc, c'est ça. Ça te en quelque sorte au combat, tu vois. Je regarde les choses en face, j'ai de l'énergie pour le faire. Voilà, et je prends soin de moi, et ça, c'est fondamental quand on a atteint ce niveau on va dire, de dépression ou autre. Et donc, oui, ça a été, mais enfin, que ce soit d'ailleurs dans des moments extrêmes comme le burn-out, mais aussi au quotidien. C'est-à-dire qu'on est assailli de stress, on est assailli de plein de choses, d'énergie négative, d'impact, de soucis, de fatigue, de surmenage, j'en passe et des meilleurs. Le shiatsu, c'est un reconstituant formidable, franchement. C'est génial. Alors, on passe du shiatsu au tir au pistolet. Il y a un petit gap entre les deux. Oui et non. Oui et non, voilà ce que je veux dire. Il y a une formidable passerelle. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, et est-ce que justement il y a des liens? Oh là là. Bon, alors, le tir sportif, le tir tout court, c'est quelque chose que mon père a pratiqué pendant des années, et quand il a commencé à se lancer là-dedans, il m'en avait parlé, il voulait savoir si je voulais m'y coller avec lui. Et je dis non, j'ai autre chose à faire, un jour peut-être. J'avais déjà ma petite idée, je savais déjà ce qui m'intéressait dans le tir, mais alors, franchement, c'était pas le moment, quoi. Et en fait, c'est devenu le moment un peu par la force des choses, puisque en tant que tireur sportif, il voulait arrêter, il voulait se défaire de ses armes. Et là, je lui ai dit, papa, je prends le relais. Sauf que c'est pas comme ça que ça se fait, Il y a une réglementation, il y a des lois, etc. Donc, bref, je m'y suis collée et pour avoir la possibilité de récupérer ses armes. Et en fait, quand je l'ai fait, je suis un peu tombée dans le pot de confiture, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai accroché complètement à cette activité. Et, qu'est-ce qui t'a fait accrocher? Plein de choses. Je pense que c'est arrivé à un moment donné où j'avais énormément besoin de trouver une bulle, plutôt d'apaisement, de sérénité, de calme, et dans le partage quand même. Et ça correspond complètement. Je veux dire, Donc pour moi, quand je faisais du tir, à ce moment-là, au tout début,
et que j'apprenais à tirer en fait. Eh bien, quand on était dans les séances de formation, là, je me souviens, hein, j'arrivais, j'étais exsangue parce que j'avais une charge mentale démesurée. J'étais au bord du gouffre une fois de plus et en fait... En tant qu'indépendante là du coup. Ouais, alors oui, mais surtout lié à la charge que j'avais à ce moment-là de venir en aide à mon père dans une période dramatique qu'était le Covid, avec une déshérence totale du système, bref, bon, sans appui, sans rien. Et donc, voilà. Et j'arrivais dans cet état complètement désespéré entre le boulot, la charge du confinement, de tout ce qui allait avec, la charge d'aider mon père dans une situation dramatique, avec une santé défaillante, enfin bref, nous, la totale. Et on avait notre séance de tir... Et j'arrivais dans la séance de tir dans cet état-là et je ressortais, je me disais, mais il s'est passé quoi pendant 1 heure ? J'avais totalement déconnecté. Parce que focus, parce que même pas c'est ça. La méditation. C'est ça, en fait, tu as la cible et ton horizon se limite, si tu veux, à ça, quoi. Donc, du coup, c'est vachement figuratif, mais c'est tout à fait ça. Et donc, je me suis dit, mais ça fait vachement du bien, ok, bon. Puis, j'aimais ça, quoi. J'aimais cette concentration. C'est un sport qui requiert énormément de rigueur. Beaucoup de concentration, énormément de concentration, de discipline personnelle, etc. Donc, en fait, il faut être dedans à fond, quoi, parce que sinon, on n'arrive à rien. Et voilà. Bon, donc, ça m'a plu. Et j'ai décidé donc de poursuivre. Et en fait, avec le temps, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un sport tout en intériorité. On ne peut pas extérioriser son énergie, sa vigueur, encore moins sa colère. Hein. Autant on peut taper dans un pushing ball, on peut se défoncer au vélo, etc. Faire un footing pour libérer son énergie. Dans le tir, c'est pas possible. C'est même contre-indiqué, on va dire. Hein. C'est à contre-emploi. Bon. Donc ça veut dire qu'en fait, l'énergie, elle doit être gérée en interne. Il faut avoir cette capacité à totalement se gérer de l'intérieur. Et il faut savoir se gérer parce que sinon, ça se voit à l'extérieur puis qu'on va faire un mauvais tir. Va être catastrophique en cible. Et là, avec le temps, alors assez rapidement, mais avec le temps, et c'est encore le cas aujourd'hui, là, j'ai touché à quelque chose, waouh, que j'aurais pas imaginé une seconde me concernant. En gros, il y a eu un révélateur d'une difficulté personnelle qui remonte à l'enfance. Et là, je suis en train de le travailler parce que, waouh, c'est quand même très intéressant. Et puis surtout, ça m'empêche d'avancer dans le tir. Je me suis mise à la compétition, ça me limite dans mes évolutions, etc. Donc voilà, et c'est très intéressant parce que ça permet de travailler beaucoup sur soi. Enfin, pour la personne qui veut en profiter, d'utiliser ce vecteur-là pour aller chercher, tu vois. Aussi bien la gestion émotionnelle que la concentration. C'est ça. Que l'alignement. C'est ça. Que tu as, l'alignement que tu as dans le shiatsu également, mais c'est ça. Avec l'autre. C'est ça. Okay. Et cette zénitude, on doit l'avoir à l'intérieur pour pouvoir faire un bon tir. Un bon tir. Donc en fait, ça rejoint le shiatsu, c'est la passerelle en fait entre les deux. Mais au shiatsu, j'y arrive très bien. Et du coup, en compétition, j'y arrive moins bien. Que tu vois dans ton activité professionnelle, du coup, qu'est-ce que tu vois que ça a transformé dans ton relationnel au client, dans ta profession? Ces activités-là? Ouais. Shiatsu et tir? Ouais. C'est une bonne question. Parce que les deux, c'est sérénité, c'est alignement, c'est concentration, c'est gestion émotionnelle. Parce que en shiatsu, si tu balances tes émotions et tes projections sur le malade, c'est une catastrophe. C'est ça, c'est ça. Il faut être là pour lui. Voilà. Rien que pour lui, que pour lui. Et alors, oui, c'est marrant, je vais faire une pirouette pour te répondre. Ça vient d'une petite lecture que j'ai eue tout à l'heure, là. Un copain du shiatsu qui nous a envoyé une revue, enfin un extrait de revue dans lequel il y avait un article sur le nerf vague. Et ce que j'y ai lu était extrêmement intéressant et va un peu dans le sens de ta question. Dans le sens où il disait « Un consultant régulé et régulateur inspirera confiance à son client. À partir du moment où le client se sent en sécurité, le client peut travailler avec le consultant. » Ok. Bah, t'as répondu à la question.
L'aspect nerf vague, on va le traiter lors d'un autre. Ok, pour conclure, Florence, est-ce que tu aurais... qu'est-ce qui te viendrait pour quelqu'un justement qui démarre, qui a été dans ta... Alors, deux choses. Une personne qui est salariée, qui sent qu'elle n'en peut plus, mais qui n'arrive pas à passer le pas parce que, le cas classique, parce que gros salaire. Ah oui. Donc, compliqué. Et deuxième cas hyper classique, c'est que socialement, hyper valorisé par son entourage et sa famille, donc on ne lâche pas. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, le risque, c'est aller au burn-out. Bien sûr. Est-ce que là, tu aurais quelque chose à dire? Et deuxième chose, la personne qui démarre et qui sent qu'il est en train de perdre le contrôle, que c'est compliqué, qu'il est en train de gravir les montagnes. Est-ce que là aussi, tu aurais quelque chose à lui dire? Dans la création, dans la création de son activité. Dans la création ou dans le rachat. D'accord. Ah oui, ok. Tu vois, la période dure du début. Oui, j'entends. Ça fait écho dans les deux cas. Parce que quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, c'est effectivement parce que j'en pouvais plus. Soyons clairs, dans ma vie professionnelle, dans les 15 ans, à peu près, 15 ans de vie de salariat, j'ai vécu 3 harcèlements moraux et de la discrimination. Dans des univers professionnels très différents, je n'ai pas arrêté de bouger. Donc, voilà, le salariat, j'en pouvais plus. Et donc, je voulais reprendre le contrôle. Et pour être mieux, pour être beaucoup mieux, et j'ai jamais regretté mon choix, soyons clairs. Par contre, quand je me suis arrêtée, j'étais quand même dans des niveaux de salaire très sympathiques, très très sympathiques. Et surtout, j'étais sur potentiellement une trajectoire de carrière qui pouvait m'amener vers des salaires encore plus stratosphériques. Puisque j'étais dans l'ingénierie financière, la fusion-acquisition en banque, ça gagne bien. Bon. Et donc, quand je me suis décidée de me mettre à mon compte, au début, donc racheter une entreprise, on n'y met rien parce que ça serait la réponse à la deuxième alternative. Je me suis dit, bon, ok, consulting, ça va pas être simple, faut développer sa clientèle et c'est pas simple du tout, a fortiori en finance. Faire de la formation, c'est plus rapide, c'est plus immédiat et de toute façon, ça correspondait à ce que j'avais besoin, soit. Mais par contre, il faut que je divise par 2, 3 mon revenu. Et j'ai des dettes. J'avais des dettes sur le dos. Et ok, on va réduire son train de vie. À un moment donné, c'est tout. Alors bon, attends, faut mettre un bémol. J'étais toute seule. Il n'y avait pas le poids familial. Attention, ça change énormément la donne. Faut bien se rendre compte de ça quand même. Donc j'avais cette facilité-là, d'une certaine façon. Je prenais mes décisions toute seule, j'assumais les conséquences toute seule, et je faisais de tort à personne, et je déséquilibrais pas un microcosme familial, quel qu'il soit. Donc, résultat, je l'ai fait. Il a fallu vraiment serrer la vis pendant les 3-4 premières années. Parce que, encore une fois, j'avais un poids de dette sur le dos. J'avais fait des investissements, etc., etc. Je ne prévoyais pas au départ de quitter comme ça et de tirer ma révérence. Donc, j'avais un poids de dette sur le dos quand même assez conséquent. Et je m'étais dit, il faut que tu dégages tant par mois, et c'est une obligation. Donc, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, mais tu y vas. Bref. Donc, ça passe, il faut admettre, j'oserais presque dire, enfin, c'est un terme galvaudé, mais il faut admettre les sacrifices. Parce que ça va passer par des sacrifices. Il faut accepter de gagner moins. Donc, il faut sacrifier une partie d'un train de vie, une partie des choses que jusque-là nous étaient possibles. Demain, elles ne le seront plus. Puis peut-être revoir un sujet qu'on abordera aussi, sa relation à l'argent. Qu'est-ce que ça représente? Pétard, oui. Attends, je vais faire une aparté par-dessus le marché là-dessus. Donc, si on est dans un contexte familial, c'est-à-dire avec un conjoint, des enfants, alors il faut forcément une validation du couple, parce que sinon ça va exploser en vol.
Et puis, de surcroît, pour 2 raisons. Alors, au moins 2, à vue de nez. Mais parce que de toute façon, les revenus vont dégringoler. Donc, si on n'est pas d'accord de chacun de prendre un peu sur soi de ces conséquences-là, forcément, ça va créer du désaccord. Bon, ça, c'est déjà le premier point. Et deuxième point, quand on crée sa boîte et qu'on se lance, même si on reprend une boîte, on est au four au moulin, mais s'il y a une chose de sûr, c'est qu'on n'est pas prêt à prendre des vacances, on n'est pas prêt à partir au ski toutes les semaines, et on n'est pas prêt à prendre ses week-ends, on va être au charbon, on va être au boulot, on va dire 90 heures par semaine. Donc le conjoint, il faut aussi qu'il soit d'accord avec soi. Enfin, je veux dire, c'est un tout, avec tout ce que ça comporte. C'est une enveloppe, c'est un package, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le package ? Et si c'est pas validé en amont, ça, mais clairement, c'est divorce annoncé, quoi. Hein. Donc voilà. Et la personne qui démarre, en fait, t'as répondu, en fait, au final. Alors, il y avait une approche que je voulais avoir. Hein. C'est sur le deuxième cas de figure qui était, tu peux me le rappeler ? La personne qui a racheté ou qui a démarré et qui est dans le dur. Oui. Voilà, qui est en train de perdre le contrôle et qui, justement... a créé pour dire je vais de nouveau être libre, je vais avoir le contrôle, puis finalement elle s'aperçoit que... Oui, alors ça c'est intéressant aussi. Quand j'ai arrêté le salariat, je voulais reprendre. Je voulais racheter une entreprise. C'était un projet que je nourrissais depuis très longtemps et j'ai mené ma carrière dans cette perspective. Me confronter à des situations professionnelles qui me font apprendre pour ensuite pouvoir faire. Donc tout était construit dans cette perspective. Et le jour J, quand j'étais enfin, ok, on y go, on y va quoi, ça y est, on y va. Qu'est-ce qui se passe ? À l'époque, je connaissais quelqu'un qui était un petit peu dans l'accompagnement. Je me dis, tiens, je vais lui demander de m'accompagner dans la réflexion quand même un petit peu parce que je sentais que j'avais une réticence. Il y avait une résistance. Alors que je construisais ça depuis une décennie, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, je venais quand même de sortir de mon burn-out. Hein. Le time to market, il n'était pas super bon. Hein. Mais néanmoins. Et donc, je me fais accompagner par cette personne. On fait peut-être 2-3 petits rendez-vous. Puis, à un moment donné, elle m'a dû me confronter dans un exercice à quelque chose. Et là, ça a été un peu une manière un révélateur. Je ne sais plus quelle question elle m'a posée, mais c'est du genre... Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur, par exemple, dans le fait d'entreprendre ? Qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Un truc comme ça. Et à l'époque, je lui réponds, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais pas en termes de compétences, en termes de capacité. Tu vois, ça peut être une capacité mentale, une capacité physique, bref, cette énergie, cette force qu'il faut avoir pour tenir les chocs, en fait, les différents chocs, tous les chocs qui vont arriver. Vu que je sortais de mon burn-out, je savais que je pouvais m'écrouler. Et ça m'avait complètement insécurisée. Et je savais que quelque part, j'avais appris à mes dépens que je pouvais m'écrouler. Donc, en fait, j'étais pas invincible et que finalement, ça pouvait me reprendre du jour au lendemain. Et ça me foutait une trouille bleue. Parce que je ne pouvais pas concevoir de m'écrouler en ayant repris une boîte. Avec des salariés, avec des clients. Et là, j'ai posé la plume et j'ai dit « Ouh là 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 là, on va peut-être réfléchir à 2 fois. » Si je résume, on revient toujours sur le fait de connaître toi-même et travailler sur la connaissance et pas seulement sur le business plan. Ouh là là. Et sur la valeur ajoutée. Absolument. Je te remercie beaucoup, Florence, pour cet échange. Je vous rappelle que si vous voulez avoir toujours plus de tips, abonnez-vous. Les dons sur Tipeee sont les bienvenus, bien évidemment, pour que le podcast puisse continuer à vivre. On a vu que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Donc, on compte sur vous. Et je te remercie encore et je vous dis à bientôt. Je t'en prie, merci.